On parle beaucoup du burn-out chez les gens qui réussissent, mais moins du burn-out de celles qui vivent dans la peur. La peur que tout s'effondre. La peur de ne plus réussir à tenir le niveau. Et je voulais tellement réussir que j'ai voulu tout contrôler parce que ça me donnait l'impression d'être en maîtrise. Résultat, j'ai tout compté, sauf mes heures, et j'ai jamais rien lâché, sauf moi. La passion était mon excuse pour tout dévouer pour mon business jusqu'au jour où mon corps m'a dit: «Là, meuf, on n'a plus de ressources». Je savais donner pour recevoir, mais pas être pour recevoir. Mon identité, c'était mon business. S'il se casse la gueule, alors c'est que je suis nulle, incompétente, et que je fais pas assez ou que je mérite pas assez. Je lisais ma valeur à travers mes accomplissements. J'arrivais pas à être fière parce que c'était toujours insuffisant. Donc les célébrations, finalement, bah, elles attendront. J'avais besoin de validation pour faire taire El Famoso syndrome de l'imposteur parce que cette petite voix qui était là en bruit de fond, elle parle de plus en plus fort quand on se compare, quand on veut monter le niveau, faire en sorte que tout soit parfait. C'est avec ce mindset que je suis allée droit dans le mur, même après 5 ans de business. Et le burn-out m'a demandé d'exister en dehors de tout ça, de réapprendre à exister en dehors des résultats. Ça m'a poussé à me poser des questions très simples, comme par exemple, si t'es plus en train de faire, est-ce que tu sais encore être? Si t'es plus au service d'eux, est-ce que tu penses encore avoir de la valeur? Je sais, c'est confrontant. Et dans cette vidéo, j'ai pas envie de te faire une leçon sur le burn-out, ok? Mais j'ai envie de te partager ce que véritablement le mien m'a apporté. Sur les dynamiques de réussite, de contrôle et surtout sur ce qui se joue vraiment derrière l'épuisement. Moi, c'est Kelly, je suis la voix des femmes qui se laissent étouffer par leurs propres ambitions. J'accompagne des femmes à qui on a appris que le mérite passait par les preuves et les efforts, et où aujourd'hui, la performance se glisse partout, dans le travail, dans le rapport à soi, dans les standards qu'on s'impose, jusqu'au jour où on se rend compte que tout ce sur quoi on s'est construite n'a plus de sens, parce que finalement ça mène à de l'illégitimité, à de la comparaison et parfois au carton. Et dans cette vidéo, je suis bien placée pour le savoir. Avant qu'on me pose la question «Qu'est-ce qui t'a mené au burn-out?», il a fallu que j'accepte de mettre ce terme sur ce que je vivais. Au départ, je me suis dit: «OK Kelly, c'est juste un mental breakdown, ça va repartir». La vérité, c'est que pas du tout. Sauf que je me sentais pas légitime de faire un burn-out. Pour moi, il était réservé à une certaine catégorie de personnes, des gens débordés qui font des millions de chiffres d'affaires. Alors que moi, j'en suis pas encore là. Mais le burn-out, il concerne tout le monde. C'est même devenu une voie royale pour les femmes qui ont l'audace d'entreprendre dans une société où le modèle de l'entrepreneuriat et de la performance sont conjugués au masculin. Et avant que mon burn-out me donne le nouvel éveil de conscience que j'ai maintenant, j'entretenais inconsciemment une obsession de plus. Plus de clients, plus d'opportunités, plus d'argent pour lancer plus de projets. Et avec ça, une voix intérieure qui me disait: «Meuf, accélère, t'es en retard». Et derrière cette voix, une identité bien ancrée, celle du manque. Donc ce que j'ai expérimenté, ça ressemble à: j'initie, je crée, je lance, mais j'accélère, je force et je m'essouffle. Premier cadeau post-burnout, apprendre à faire la différence entre persévérer et forcer. Forcément, ça renvoie l'ego dans ses 22, ça demande de la lucidité et de l'humilité pour admettre qu'à un moment donné, on n'était plus dans notre justesse. La base de mon business, c'était initier pour obtenir. Mais la vision après laquelle je courais me demandait de savoir recevoir pour grandir. Et ça, ça change tout. Parce que penser avoir de l'espace pour plus, ok Kelly, très bien, mais ça sert à rien si tu passes ton temps à remplir cet espace-là avec un milliard d'actions juste pour garder l'impression de mériter. Donc ce que je faisais, c'était simple: combler l'espace avec du bruit, de la peur et du contrôle. Donner pour recevoir, ça soumet la condition que j'ai le droit de recevoir uniquement si je donne du temps, de l'énergie ou de la valeur. Et c'est comme ça que j'ai saturé, en voulant donner non pas pour servir, mais uniquement pour obtenir. Tu crées un chemin où tu vas rencontrer de la frustration, de l'amertume, de la charge mentale, de l'épuisement, et tu te mets à courir après le temps. Et le temps, mais surtout l'énergie et l'attention, c'est des ressources absolument vitales quand tu veux construire une croissance durable. Et le paradoxe, c'est que ces deux leviers, ces trois leviers-là même, qui sont le temps, l'énergie et l'attention, c'est des angles morts que je travaille avec mes clientes. Des leviers qui sont souvent sacrifiés en premier. Et moi, j'étais en train de les cramer. J'avais saturé ma bande passante, mais à ce moment-là, j'en étais pas encore consciente parce que mon corps avait pas encore crié assez fort. Donc j'initiais plus, comme si l'action allait combler le manque que je ressentais à l'intérieur. Alors qu'en réalité, ce que j'avais à faire, c'était accepter d'être un canal récepteur et pas uniquement un canal émetteur. Et recevoir, c'est un art. Et quand ton identité est construite autour du fait de produire et de prouver,
Le système nerveux pense que c'est unsafe parce que c'est inconnu. Et quand on ne sait pas faire, on opte pour une stratégie de compensation et la mienne, ça a été le contrôle. Donc maintenant, si je dois répondre à la question qu'est-ce qui t'a mené au burn-out, ma réponse est simple. L'insécurité intérieure. L'extérieur montrait progression, l'intérieur criait tension. La racine du contrôle, c'est la peur. Sur l'échelle de conscience de Hawkins, qui est un outil que j'utilise en coaching, la fréquence vibratoire de la peur est une des plus basses. Basse vibration de l'intention égale basse vibration de l'action égale résultat en cohérence. Quand tu contrôles tout, t'es pas dans le présent, mais dans l'ego. Et l'ego a constamment besoin d'être rassuré. Alors pour se satisfaire, il va imaginer les scénarios du futur en fonction des expériences passées. Vivre dans le futur, ça provoque de l'anxiété. Et l'anxiété ramène à de la comparaison. Tu regardes ce que font les autres et tu finis par te sentir constamment pas assez. Donc forcément, réussir à se célébrer, bah, c'est pas possible. Parce que non seulement tu es frustré, mais en plus de ça, tu es dans un cercle vicieux. Et pour limiter ça, je suis allée au plus simple. J'ai unfollow la majorité des personnes qui sont sur le même terrain que moi. Parce que quand c'est le moment de te remettre au centre, c'est juste de l'hygiène mentale, en fait. J'en profite pour dire quelque chose que je répète souvent en coaching, mais savoir faire la différence entre comparaison et inspiration, ça aussi, c'est de l'hygiène mentale. Et en parlant de se remettre au centre, j'ai compris que l'idée de ne plus être seulement celle qui fait et qui délivre, mais aussi d'accepter de devenir celle qui reçoit, bah, ça venait directement toucher ma valeur en fait. Parce que moi, je m'étais construite avec l'idée de j'existe parce que je fais. Pas je suis, donc j'existe. Parce que se satisfaire d'être, c'est envisager d'accepter la fluidité. Et vu que j'ai toujours vu et entendu qu'il faut galérer pour mériter, ben chez moi, fluidité était égale à culpabilité. Kelly, t'as rien fait pour mériter, t'as juste profité, t'es une feignasse, retourne galérer pour faire tes preuves. Ça, c'est les voix qui ont osé me traverser et ça montre encore une fois à quel point changer son système de pensée, créer des nouveaux chemins neuronaux, ça se cultive. Jamais rien n'est acquis. Et nouveau paradoxe, parce que mon métier, c'est d'accompagner les femmes à jouer grand sans devenir ce que j'appelle des femmes têtes, qui performent uniquement avec du contrôle. Et moi, ben, je me prends les pieds dedans. Je me suis dit, mais attends, comment est-ce que je peux accompagner des femmes là-dessus si moi-même je vis ça? Et dans ces moments-là, tu as deux options. Option 1, tu te caches. Tu culpabilises, tu laisses la honte gagner du terrain et on va pas se mentir, tu fais couler ta boîte. Option 2, faire face. T'acceptes d'être vulnérable et tu comprends que ça ne te décrédibilise pas, que ton expertise est toujours valable et que au contraire, ça montre que tu sais exactement de quoi tu parles. Forcément, j'ai choisi l'option 2 parce que ma mission me demande d'être brutalement honnête avec toi et avec moi. Jouer grand sans se masculiniser intérieurement, c'est pas à prendre à la légère en fait. Plus d'une femme entrepreneur sur deux se reconnaît plutôt dans des traits associés au leadership masculin, compétition, orientation résultat. Parce que l'entrepreneuriat est historiquement codé comme masculin. On parle de prise de risque, de domination de marché et de performance. Donc pour être perçu comme légitime, forcément, on intériorise ces codes-là. Et on ne peut pas s'en vouloir, on grandit à travers un modèle éducatif orienté performance, une réalité financière qui est oppressante. Alors forcément, le burn-out, ça devient une tentation et la récidive est ultra facile. Parce que le problème finalement du burn-out, c'est pas d'en faire un, c'est d'en refaire un. On parle de 52% des entrepreneurs qui déclarent vivre un burn-out au moins une fois par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et parmi les concernés, c'est 60% qui risquent la rechute. Et ça arrive quand on change l'agenda, mais pas l'identité. Parce qu'on a mis des dizaines d'années à se construire sur un modèle de performance conjugué au masculin. Alors quand on parle de féminin, de puissance, d'intuition et de cycle, ça bégaye. Et encore une fois, normal. Donc pour celles qui sentent que la récidive est proche, c'est qu'une part de vous essaie de vous envoyer un message. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter, ok? Souvent, elle s'appelle culpabilité parce que tu n'es sûrement pas en train de faire quelque chose. Après un burn-out, l'enjeu, c'est de comprendre pourquoi on a fonctionné comme ça. Et s'avouer être en burn-out, c'est à double tranchant. D'un côté, c'est un acte de courage parce que ça demande d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de minimiser et de regarder la réalité en face. Je t'ai parlé du manque de légitimité à me dire que j'étais en burn-out tout à l'heure. Mais t'inquiète pas que j'avais aussi la peur du regard des autres, parce qu'on va pas se mentir. Si aujourd'hui le regard des autres ne m'empêche absolument plus d'avancer parce que j'ai fait le job là-dessus, ça reste quelque chose dont on ne peut pas se dédouaner vraiment. On vit avec les autres. Notre business a forcément pour vocation d'impacter positivement la vie des autres. Alors oui, j'avoue, mon mental anticipait secrètement les «ouais, vas-y, chochotte, t'es juste un peu crevé, ça va, arrête de te plaindre». J'étais pas crevée, j'étais à bout de souffle, je dormais plus. Tout me paraissait insurmontable. J'étais incapable de prendre une décision. J'avais tout le temps froid. J'étais à fleur de peau et je faisais que de pleurer.
J'avais plus de plaisir ni d'envie. J'étais animée et motivée par plus rien. Et ça, franchement, bah, c'est chaud. Parce que ça fait tout remettre en question. À ce moment-là, le deal, c'est pas de serrer les dents et de continuer, c'est de s'avouer que quelque chose ne va plus et que c'est sûrement à cause de nous. L'autre piège, c'est de se raconter des salades. C'est à cause du marché, c'est à cause des clients, du contexte économique ou blablabla. C'est facile de se raconter des histoires. Mais maintenant, à moi, on me raconte plus d'histoires en fait. Parce que si j'ai été capable de me demander quelle part de moi a créé ça, alors n'importe qui l'est aussi. On parle pas d'organisation, on parle de choses beaucoup plus profondes. Je suis vraiment repartie de la base en mode qui je suis, c'est quoi mes valeurs. Tu m'enlèves mon job, comment est-ce que je me définis? Je me suis sentie coupable forcément parce que après mon trauma en 2019, je m'étais dit Kelly, maintenant, tu le sais, ton corps parle donc n'attends plus qu'il te remette un stop. Et Dieu merci, j'avais le nerveux saturé mais j'ai pas eu d'accident. Mais littéralement, c'est ça qui peut arriver si tu choisis de serrer les dents et de minimiser. En dehors du terrain héréditaire, on a un phénomène passionnant qui s'appelle l'épigénétique, qui étudie comment l'environnement et les expériences influencent l'expression de nos gènes. Si le stress devient chronique, il peut influencer des mécanismes inflammatoires, flinguer le système immunitaire, voire même favoriser certaines maladies cardiovasculaires. Et ça m'a vraiment amené à redéfinir mon rapport à moi-même. À quel point est-ce que je tiens à moi? C'est à ce moment-là que je suis passée d'un extrême à un autre dans ma manière d'être. Je suis passée de l'hyperaction à l'immobilité presque angoissante. J'ai arrêté de lutter et j'ai juste commencé à écouter. Et la reconstruction, vraiment, elle part de là. Première chose, le téléphone. J'ai checké mon temps d'écran par jour et franchement, j'ai flippé. De 6 heures en moyenne par jour, je suis passée à 30 minutes environ. Et au-delà du téléphone, je m'interdisais les écrans et les livres business. La télé, je la regarde que très rarement, mais si c'est pour remplacer le scroll du soir par un livre sur comment faire plus, ça marche pas. Autre asset indéniable, trop souvent négligé, le sommeil. J'ai accepté d'enlever mon réveil. Avant, c'était réveil à 6h45 coûte que coûte parce que il faut que. Et là, pendant bien une semaine, voire 10 jours, c'était heure de coucher vers 22 heures et réveil à 11h30. Oui, je sais, ça fait flipper. Au début, je me disais, vas-y Kelly, t'abuses. Mais en fait, ça m'a vite fait réaliser à quel point j'avais une dette de sommeil. C'est fou à quel point mon corps me demandait de la récup. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que j'ai retrouvé le sommeil quand j'ai mis à plat concrètement la question des thunes, en voyant ce qui rentre, en voyant ce qui sort, ce que j'ai de côté et le temps que j'ai devant moi. Ça m'a permis de dire à mon système nerveux, c'est bon, là, t'es safe, prends un temps pour toi, vas-y, prends soin de toi parce que l'urgence, elle est là. J'ai rien forcé, j'ai juste écouté. Pendant un moment, j'avais même plus envie de faire du journaling alors que maintenant, c'est une habitude que j'ai le matin. J'utilise toujours ma première heure au réveil pour faire ce que j'appelle des solo brenso. C'est à ce moment-là de la journée où notre état de conscience est différent et où l'accès au subconscient, donc qui est la fenêtre entre le conscient et l'inconscient, est facilité. Pour faire simple, en fait, notre cerveau est encore sur des ondes alpha. Quand on sort du sommeil profond, on passe par trois stades. Il y a les ondes θ, où les suggestions passent plus facilement. C'est d'ailleurs la porte par laquelle passe l'hypnose pour faire de la reprogrammation mentale. Ensuite, on passe en alpha, c'est un état de détente consciente. On est éveillé, mais très réceptif. Et ensuite, bêta, c'est le mental analytique là qui prend le relais. Je pense profondément qu'il y a des moments dans la vie où tout ce qu'on a construit ne veut plus rien dire. Toute ma vie, je me suis mis la pression. La pression d'être l'aînée qui doit montrer l'exemple. La pression d'être celle qui tient la route, celle qui avance, qui est forte, qui lâche pas. Mais cette identité de femme forte-là m'a menée dans le mur. Donc le job que j'ai dû faire, c'est de me délester de cette version de moi qui me freinait. Et là, on entre dans cette phase de vide où tu sais ce que tu as besoin d'abandonner, mais tu sais pas trop encore comment devenir celle qui a la capacité de soutenir l'expansion qu'elle demande. Et là encore, il faut du courage parce que pendant cette période de vide, c'est facile de choisir la facilité et de garder ses anciens standards. Quand j'en parle, j'aime bien utiliser cette image. C'est un peu comme quand tu es dans une relation toxique, ok? Pendant un moment, tu restes dedans, tu t'adaptes, tu trouves des excuses, tu t'accroches. Même si au fond, tu sais que c'est pas sain. Et un jour, tu trouves le courage de partir. Alors au début, c'est pas simple, il te manque un peu, tu doutes, tu te demandes si tu as pris la bonne décision, mais tu avances quand même, tu te reconstruis et là, tu rencontres quelqu'un de sain. Un mec qui ne cherche ni sa mère, ni une psy pour réparer ses traumas. Quelqu'un de stable, qui te respecte, et là tu te dis, attends, c'est trop beau pour être vrai. Parce que ton système nerveux, lui, il est encore habitué au chaos. Et lui, son rôle, c'est juste de te maintenir en sécurité, il s'en fout de ton bonheur. Et l'ex-toxique, il décide de revenir au même moment, avec des promesses et des grands discours. Et là, c'est facile de replonger dans ce qu'on connaît, même si ce qu'on connaît n'est pas bon pour nous. Ben, cette phase de vide post-burnout, et la volonté que ça demande pour s'en sortir et pas retomber dans la récidive, c'est exactement la même chose. Ton ancienne manière de fonctionner, le contrôle, l'action, la comparaison, c'est l'ex-toxique. On connaît,
On sait comment ça marche, c'est intense et passionnel, mais c'est une intensité qui, à la longue, détruit. Et la nouvelle manière de fonctionner, plus intuitive, plus slow, qui te demande de se sentir safe quand elle reçoit, ça c'est le nouveau mec, sain et émotionnellement mature. Mais comme le système nerveux n'est pas habitué à la fluidité, à se dire que c'est possible que ce soit beau et vrai, bah le cerveau, il te fait douter. Et c'est là que beaucoup de gens font demi-tour, parce que ce vide-là, entre ces deux versions de nous, il est inconfortable. Le truc à comprendre, c'est que c'est une mue, donc ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, t'es pas forcément en down, ok? T'es juste indisponible. Parce que si tu te racontes l'histoire de je suis encore en énergie basse, donc je fais rien, tu peux rester en burn-out toute ta vie. Bien sûr, j'ai eu besoin d'énormément de récup, physique, émotionnelle et mentale. Mais mon énergie, elle n'était pas forcément basse, juste en repli, retirée de l'extérieur parce que j'ai beaucoup émis, j'ai beaucoup donné, donc ce rôle-là est arrivé à saturation. Mon système, tout ce qu'il recherchait, c'était l'opposé pour se reconstruire, du calme et du soutien. Donc l'énergie que j'avais, elle était dispo pour rien d'autre que pour moi. Donc finalement, ce burn-out aujourd'hui, je le chéris. C'était pas une punition parce qu'il m'a appris à me remettre au centre et à voir les choses différemment. C'était pas un blocage, mais au contraire une évolution. Ma vision est plus grande, plus alignée et j'ai surtout la compétence de faire tenir toutes mes ambitions dans des journées qui feront certainement plus 14 heures. Ça veut pas dire que je vais plus bosser. J'aime la valeur travail, la discipline et l'engagement qu'elle exige. Ok, je reste exigeante. Mais à chaque fois que j'augmente mon niveau d'exigence, j'augmente mon niveau de tolérance. L'un ne va plus sans l'autre. Ce burn-out, j'ai fait le choix de m'en considérer légitime et d'en être la victime. Et quand tu fais le choix de reprendre ta légitimité, c'est à ce moment-là que tout change. On a glorifié l'idée qu'il faut travailler dur pour mériter sa place. Mais la norme d'un système ne veut pas dire que c'est la normalité. C'est pas des comportements qu'il faut normaliser et continuer de tolérer. Parce que si la réussite te coûte ta santé, ton énergie et ta paix mentale, alors tu es en train de confondre succès et alignement. Moi, aujourd'hui, la réussite que je défends, vraiment, c'est une réussite où tu n'as plus besoin de te détruire pour te prouver ou pour prouver. Parce que la vérité, c'est que mon burn-out n'a pas détruit mon business. Il m'a obligé à devenir la personne capable de porter la vision que j'avais. Et si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, alors peut-être que ce que tu vis, c'est pas un échec, juste un recalibrage. Et si tu veux en parler, je suis là. C'était Kelly. Ciao.